Bonjour et bienvenue dans ce cours d'optique ondulatoire qui est destiné aux élèves de deuxième année de prépa. Donc ce thème s'adresse aussi bien qu'aux étudiants en MP qu'en PC et se décompose en 4 chapitres. Donc vous avez le premier chapitre que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le modèle scalaire de la lumière. Ensuite, vous avez l'interférence à deux ondes et donc le troisième chapitre, c'est les interférences à n ondes et finalement, donc vous allez clôturer ce chapitre par une petite introduction de la diffraction. Alors, donc là, aujourd'hui, nous allons faire le premier chapitre sur le modèle scalaire de la lumière. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un modèle scalaire de la lumière. Mais avant cela, on va juste faire une petite présentation donc, historique de qu'est-ce que la lumière. Donc, comme vous savez, la lumière a été un sujet d'étude depuis longtemps. Donc, la lumière a occupé plusieurs scientifiques. Parmi eux, c'est le célèbre Newton. Donc vous avez Newton dans cette image où il fait des expériences sur un prisme. Donc il décompose la lumière blanche qui arrive sur un prisme et donc il va se décomposer en plusieurs couleurs. Mais donc à cette époque, Newton considérait que la lumière était composée de corpuscules. Donc c'est des petites particules qui vont transporter la lumière. Et donc Newton a réussi d'expliquer plusieurs phénomènes comme la réfraction et la réflexion sur un miroir, par exemple, à l'aide de ce modèle. Sauf que, en fait, ce modèle a des limitations. Par exemple, il ne pourrait pas expliquer la diffraction, il ne pourrait pas expliquer, par exemple, le fait que la lumière, euh, c'est-à-dire que la lumière a une vitesse finie. Et donc là, de l'autre côté, donc à la même époque, donc vous avez une concurrence. Donc il y a le Hollandais Huygens, donc toujours en XVIIe siècle. Donc pour lui, la lumière est une onde. Donc c'est comme les vagues qui se propagent dans l'eau, par exemple. Sauf que, donc là, comme vous savez, Newton, c'est un grand, un célèbre physicien. Donc la notoriété de Newton a permis de prendre en considération ce modèle corpusculaire. Donc le modèle ondulatoire de Huygens a été oublié jusqu'au début du 19e siècle, et avant le 19e siècle avec les expériences du trou de Young. Donc Young a fait une expérience, donc il a pris un écran qu'il a percé à l'aide de deux trous, et donc il a envoyé une onde lumineuse et il a observé. Donc derrière ces deux fentes, il a observé en fait l'apparition de ce qu'on appelle les franges d'interférence. Et ce modèle ne pourrait pas être expliqué par celui de Newton. Donc Young a pris donc le modèle de Huygens pour expliquer ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui le phénomène d'interférence. Mais en fait, celui qui a vraiment pris au sérieux ce modèle ondulatoire et qui a expliqué sa nature, parce qu'avant, donc on a considéré que la lumière est une onde, mais le problème c'est qu'on ne savait pas dans quoi il se propage et en quoi est constituée cette onde. Donc quelle est la nature de cette onde? Par exemple, l'onde sonore par exemple quand je parle, donc j'envoie une onde sonore dans l'air, et cette onde sonore elle est créée par la perturbation, donc la vibration des particules dans l'air. Et donc, si on fait pareil pour la lumière, donc vous ne savez pas qu'est-ce qui vibre dans la lumière. Donc c'est James Clerk Maxwell qui a expliqué qu'en fait la lumière, c'est tout simplement une onde électromagnétique. Et ce qui vibre ici, c'est le champ électrique et le champ magnétique. Électromagnétique. Et donc là, vous avez une petite animation. Donc là, vous avez le champ électrique en bleu, donc qui va osciller dans le plan, donc le plan EZ, le plan constitué par EZ et X. Et vous avez le champ magnétique, donc lui qui est transversal en rouge et qui va se propager à la même vitesse que le champ électrique. Donc c'est une onde électromagnétique.
Donc il est composé d'un champ électrique E et un champ magnétique B. Et donc là, tout ce que vous avez fait l'année dernière, et vous allez le refaire cette année, donc vous allez étudier le champ électrique, le champ magnétique, et vous avez donc séparé les deux, donc le champ électrique et le champ magnétique, c'est deux phénomènes qui sont indépendants. Donc Maxwell, en unifiant ces deux champs, donc le champ électrique et le champ magnétique, il a réussi à construire une onde électromagnétique à l'aide de ces fameuses 4 équations. Donc la première équation, c'est la divergence de E qui est égale à ρ sur epsilon 0 avec ρ, c'est la densité volumique de charge. La divergence de B est toujours nulle. Donc là, ça découle du théorème de Gauss que vous avez fait l'année dernière. Donc le flux d'un champ électrique à travers une surface fermée est égal à la charge intérieure sur epsilon 0. Cette équation de divergence de B, elle explique le fait que le champ magnétique est toujours fermé, donc il y a toujours, donc s'il sort du pôle nord, il va rentrer dans le pôle sud, par exemple pour un aimant. Ça veut dire que le champ B est toujours fermé. Et ensuite, donc vous avez deux équations qui vont compléter ces deux divergences. Donc vous avez le rotationnel de E qui est égal à moins dB sur dt. Et donc c'est là où Maxwell a unifié les deux champs. Donc c'était la première unification dans la physique. Comme vous savez, aujourd'hui, les physiciens donc, ils cherchent à unifier les interactions de l'univers. Donc vous avez l'interaction gravitationnelle, l'interaction électromagnétique, l'interaction faible et forte au niveau atomique et infraatomique, subatomique. Et donc ça, c'était vraiment la première unification dans la physique, donc l'unification de E et de B. Donc en gros, le champ électrique, c'est la même chose que le champ magnétique. Donc si le B varie dans le temps, il va créer un champ électrique. Et de la même façon, symétriquement, le rotationnel de B est égal à mu0 J plus 1 sur C au carré d de E sur dt. Donc la variation du champ électrique dans le temps va donner la naissance d'un champ magnétique. Et c'est exactement ce qui se passe dans les moteurs électriques. Donc vous avez une bobine qui va tourner autour d'un axe. Et donc la variation de champ créée par cette bobine va créer un champ électrique, d'où la naissance d'électricité dans ces fils, par exemple, un générateur de courant. Et donc là, on voit apparaître une constante. Ici, c'est la constante C, donc c'est la vitesse de la lumière qui vaut 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde dans le vide. Et on va voir que ça peut varier selon le matériau dans lequel la lumière se propage. Et donc cette vitesse de lumière a été calculée analytiquement par Maxwell, et donc il a trouvé qui vaut 1 sur mu0 epsilon 0. Donc c'est tellement puissant ce qu'il a fait à Maxwell parce qu'il a relié la vitesse de la lumière à des propriétés purement électriques et magnétiques. Et on va voir que donc à la fin du XIXe siècle, il y a l'avènement de la mécanique quantique. Et donc la mécanique quantique, il a dit en fait que normalement, la lumière, elle est ni onde, ni particule. Mais c'est la superposition de deux. Donc on va voir que là, on est revenu au modèle de Newton, donc on a remonté jusqu'au XVIIe siècle, et il s'avérait que les deux, ils avaient raison en fait. Mais on va voir que, donc là, c'est pas le sujet de cette vidéo, on va voir que c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a ce qu'on appelle donc l'unification ou la quantification du champ électromagnétique qui va donc donner naissance à une particule qu'on appelle le photon, et on va voir ça dans la suite. Très bien, donc on va commencer par donc, le premier chapitre, donc le modèle scalaire de la lumière. Donc modèle scalaire de la lumière. Donc là, comme j'ai dit,
Maxwell a trouvé ces 4 équations, et à partir de ces 4 équations, donc il a trouvé en fait l'équation de propagation du champ électrique qui est donnée par E0 cosinus oméga t moins kx. Donc ça, c'est une onde électromagnétique qui se propage selon E0 et qui va varier selon le x. Le problème, c'est que on va voir que c'est un peu compliqué de traiter le champ l'onde électromagnétique vectoriellement, parce que là vous avez des vecteurs. Donc là on va passer directement à une notation, donc à une notation scalaire. Et dans cette notation scalaire, on va remplacer tout simplement donc le modèle de l'onde électromagnétique par un psi, c'est une fonction d'onde, qui vaut psi0 cosinus oméga t, et on va généraliser puisque cette onde là peut varier dans x, donc il varie selon x, mais on va prendre une onde qui varie généralement dans 3 dimensions. Donc là c'est une onde à une dimension, et ça c'est une onde scalaire à 3 dimensions. Donc il est susceptible de varier selon x, selon y et selon z. Et donc là cette équation, donc le oméga, je vous rappelle que le oméga c'est la pulsation, donc il vaut 2pi sur t. T c'est la période de la perturbation ici, et k, donc ça c'est la pulsation temporelle, et k c'est la pulsation spatiale. Et donc k est égal à tout simplement 2pi sur lambda. Et donc avec ces deux, vous pouvez définir la vitesse de la lumière. Et donc la vitesse de la lumière, elle est donnée par donc, k est égal à oméga sur c. Donc, ça veut dire que c est égal à oméga sur k. Et donc c'est la même chose que lambda sur t, puisque là on divise une distance par un temps. Alors donc là on va se limiter, donc on se limite, donc puisque le r ici, le R que vous avez, c'est un vecteur dans l'espace. Donc il a une composante selon x, une composante selon EY et une composante selon z. Donc là, pour simplifier le problème, on va se limiter à une dimension. Donc on va considérer que l'onde il varie que selon x. Donc on va voir que psi, il dépend de x et de t. Et donc là, normalement ici, c'est R. Et donc on va voir que psi de x et de t s'écrit de la façon suivante, psi 0, cosinus oméga t moins kx. Et donc là, lorsqu'on veut appliquer des opérateurs linéaires, par exemple, si vous avez une équation différentielle qui intervient donc des dérivées premières, des dérivées secondes, donc la meilleure, c'est-à-dire la meilleure interprétation, ou plutôt modélisation, c'est de passer au complexe. Donc, supposons que vous avez une équation différentielle qui fait intervenir d sur dx et d sur dt au carré. Donc la meilleure modélisation, ça sera de passer en complexe. Donc on va définir une fonction qui est équivalente à psi de x et de t, mais qui est complexe, avec psi de x de t réel qui vaut donc la partie réelle de ce pi x et de t. Donc le bar en dessous, c'est pour dire que psi est une fonction complexe. Et donc là, lorsque vous dérivez par exemple d de psi sur dt, donc vous allez tout simplement transformer le cosinus en exponentielle. Donc vous allez avoir psi 0 exponentielle g oméga t moins kx, avec g, donc c'est le nombre complexe, avec g au carré est égal à moins 1. Et donc là, vous allez tout simplement descendre g oméga et vous allez avoir votre fonction. Et donc c'est pareil pour
pour la composante pour la dérivée spatiale, donc ça fait descendre le moins giga psi. Alors, donc là, cette fonction psi de x et de t, on l'appelle une OPPH, donc ça veut dire une onde progressive, plane harmonique. Et bien sûr, il faut rajouter scalaire, parce que là, on ne travaille pas avec des vecteurs. Donc harmonique, c'est parce que sa pulsation, sa pulsation est une constante. Plane, donc on va voir que les ondes planes, en fait, c'est une propagation de plans. Donc c'est des plans qui se propagent dans l'espace et qui suivent une direction constante. Et progressive, donc ça veut dire qu'il s'écrit de la façon oméga t moins kx, donc il se propage dans l'espace et dans le temps. Et bien sûr scalaire, donc j'ai expliqué qu'est-ce que scalaire. Alors maintenant, on va supposer que donc on a une OPPH avec un k qui est positif, donc le vecteur d'onde positif. Et on va voir que donc là, le psi de x et de t qui est égal à psi 0 cosinus oméga t moins kx. Donc on va voir que ce terme-là, entre les parenthèses, on l'appelle donc la phase. Et cette phase, il vaut donc phi, donc on va l'appeler phi. Donc phi est égal à oméga t moins kx. Et puisque là, on a considéré une onde plane, donc lorsque t varie de dt et lorsque x varie de dx, donc on va voir que d de phi, donc il varie de oméga dt et de moins k dx. Et donc là, pour une onde plane, on va considérer que la phase, donc la variation de la phase est nulle, donc la phase ne change pas. Et donc là, on trouve que d de x sur dt est égal à oméga sur k. Et donc cette grandeur, c'est ce qu'on appelle v phi, et c'est la vitesse de phase. Donc c'est la vitesse de phase. Et donc là, si vous prenez par exemple deux points, donc un point O et un point M, donc le vecteur position qui va relier les deux points, c'est le vecteur R qui est égal au vecteur OM. Donc si vous avez par exemple, on va placer dans le point O, on va placer une source, et cette source, donc il va envoyer une onde scalaire, par exemple, une onde électromagnétique. Et donc là, on va caractériser cette onde par, par S, la fonction S en O, donc qui va être égale à S0 cosinus oméga t. Et l'onde en M est égale à S0, donc on va supposer qu'il n'y a pas de phénomène d'atténuation, donc il va garder la même amplitude, S0, mais en fait ce qui va changer ici, c'est oméga t moins kr. Donc là, on a rajouté un terme, c'est ce qu'on appelle le déphasage spatial. Donc lorsque l'onde se propage dans l'espace, donc il faut retirer de la phase, donc ce oméga t, un phi qu'on va appeler moins kr. Donc c'est le déphasage spatial. Et donc là, lorsqu'on différenciait ce déphasage spatial, donc lorsque phi varie en dφ, r varie en dr, et donc là on va trouver que d de phi est égal à moins k scalaire, donc scalaire d de r. Et puisque ce r, est égal à, donc on va lui donner des coordonnées cartésiennes, donc selon x, selon ey et selon ez. Donc ça veut dire que d de r est égal à d de x, d de y, et d de z, ez. Et donc maintenant, on va supposer que, par exemple, que k a une seule composante. Donc par exemple, k selon ex. Donc ça veut dire que k, donc là j'ai oublié le vecteur, donc ça veut dire que k scalaire d de r est égal à tout simplement fois k
d de x. Et donc d de phi est égal à k d de x. Donc d de phi sur d de x est égal à k. Donc ça, c'était à une dimension, donc pour un k qui dépend d'une seule composante, donc qui est orienté selon une seule composante de x. Maintenant, on va le généraliser. Donc, si on a n'importe donc un k qui est selon ex, selon ey et selon ez. Donc là, on va voir que cette notation d de phi sur d de x, on va la transformer en notation vectorielle. Donc l'équivalent de d de phi sur d de x, donc selon ex, est égal à k selon ex. Et donc à 3 dimensions, l'équivalent de ça, on va avoir d de phi sur d de x, ex, plus d de phi sur d de y, ey, plus d de phi sur d de z, ez, est égal à k. Donc k, il est selon ex, selon ey et selon ez. Donc je n'ai pas de place pour écrire kx plus ky, mais vous avez compris le principe. Et donc là, ça c'est quoi? Donc ça c'est l'opérateur gradient. Et on a trouvé un résultat important, c'est que le gradient de phi est égal au vecteur k. Et puisque ici, donc là, il faut faire attention parce que la d de phi est égale à moins k. Donc ça veut dire que là, on va avoir moins k. Et donc là, ça fait moins k. Et donc ça veut dire que le gradient de phi est égal à moins le vecteur k. Donc ça veut dire que la variation spatiale du déphasage est égale au vecteur dans. Alors maintenant, on va voir un cas particulier de ces ondes scalaires. Donc on va revenir à l'onde vectorielle. Donc comme vous savez, l'onde électromagnétique, donc 1, 2, onde électromagnétique, ou la lumière. Donc c'est la lumière. Donc cette onde est caractérisée par un vecteur, donc c'est le champ électrique, qui est égal à E0 cosinus oméga t moins k scalaire r. Donc là c'est une onde à 3 dimensions. Donc là on a remplacé donc ce modèle scalaire donc pour expliquer et pour le phénomène de la lumière. En réalité c'est une onde vectorielle. On a dit que le modèle scalaire, c'est un modèle simplifié qui va nous permettre de trouver en fait tout ce qui est phénomène ondulatoire, à savoir la diffraction, la différence, grâce à ce modèle scalaire. Mais en réalité, donc pour étudier le comportement électromagnétique de la lumière, il faut prendre en compte cet aspect vectoriel. Et donc là, comme vous savez, les ondes électromagnétiques et se propage à la vitesse de la lumière, donc c, qu'on a trouvé donc, tout à l'heure est égal à k sur, donc on a trouvé est égal à, ou plutôt l'inverse, donc est égal à lambda sur t, et qui est égal à 1 sur t sur 1 sur lambda. Et donc si on multiplie fois 2pi en haut et en bas, on va trouver, donc en haut c'est oméga et en bas on va trouver k, donc c est égal à oméga sur k. Et la vitesse de la lumière, on va trouver, donc c'est également 1 sur racine de mu 0 epsilon 0, donc la permittivité, la perméabilité magnétique de vide. Et donc là, la vitesse de phase, de l'onde électromagnétique est égale à oméga sur k, qui est égal à c. Et donc lorsque la vitesse de phase c est égale à v de phi, donc lorsque la vitesse de phase est égale à la vitesse de la lumière dans le vide, donc on appelle ce milieu, c'est un milieu non dispersif. Donc ça veut dire que le vide est un milieu non dispersif. Et vous allez voir après que lorsque vous travaillez par exemple dans des milieux comme le verre, vous allez voir que la vitesse de phase est plus grande que celle de la lumière. Et cela explique pourquoi lorsque vous enverrez un rayon, par exemple une lumière blanche
ou le rayon du soleil, lorsque vous l'envoyez sur un prisme, donc vous allez voir que de l'autre côté du prisme, vous allez avoir une dispersion, donc un éparpillement de la lumière en plusieurs couleurs. Donc ça s'explique par par la différence entre la vitesse de la lumière et la vitesse du vide. Donc là c'est un milieu non dispersif, mais on va écrire aussi que ce n'est plus, donc je vais écrire ce que je viens de dire, donc ce n'est plus le cas pour un milieu qu'on va considérer homogène et transparent. Donc un milieu homogène et transparent, mot homogène et transparent, donc ça signifie que c'est un milieu dans lequel il n'y a pas de dissipation d'énergie. Donc l'onde va garder la même énergie lorsqu'il traverse ce milieu. Donc ce n'est plus le cas pour un milieu homogène et transparent, parce que dans ce phénomène, dans ce milieu, la vitesse de phase il vaut C sur N. Donc c'est différent de... Donc là, c'est le vide. Dans quelques cas, on va le considérer que c'est l'air aussi, parce que la vitesse de la lumière dans le vide et dans l'air, c'est approximativement la même chose. Et donc là, on n'est plus dans le vide ni dans l'air, on est dans un milieu homogène et transparent, comme le verre par exemple. Et donc la vitesse de phase est égale à C sur N. Avec N, c'est ce que vous avez utilisé l'année dernière pour les lois de l'optique géométrique, donc c'est l'indice optique. C'est l'indice optique. Et donc là, on voit que lorsque la lumière, donc lorsque, par exemple, je vais vous donner un petit tableau de quelques exemples, donc là pour le verre par exemple. Donc le verre, il y en a deux types. Donc le verre ordinaire, c'est le verre Crown. Et le verre qui est traité de bonne qualité, c'est le verre le Flint. Et donc les prismes, donc vous avez par exemple le prisme de bonne qualité, c'est le prisme qui est construit à partir de verre Flint, parce que son indice optique est grand, donc il va pouvoir séparer les couleurs plus ou moins, donc plus il va avoir ce qu'on appelle une déviation angulaire plus grande. Donc vous allez pouvoir voir cette séparation entre les couleurs. Alors que pour le Crown, l'indice optique il est de 1,5 et pour le Flint c'est 1,6. Et on va donner par exemple pour le diamant par exemple, c'est 2,4. Pour l'air, donc c'est à peu près est égal à 1, mais pas exactement, donc c'est avec 4 chiffres négatifs 2, donc c'est 1,0002. Et donc là, comme j'ai dit, pour le prisme, donc si vous prenez un prisme avec un verre Crown par exemple, donc là lorsque vous enverrez une lumière blanche, donc là il va avoir, donc comme la photo là de Newton que je vous ai montré au début de ce cours, donc là Newton il essaye de faire une expérience avec le prisme, et donc là vous allez avoir donc la dispersion de la lumière. Donc là par exemple vous allez voir du rouge, et ensuite vous allez avoir par exemple le bleu ici et le vert entre les deux. Or si vous prenez un verre avec le Flint, et donc là, vous allez avoir une grande séparation, donc c'est pour ça que c'est de bonne qualité, donc vous allez avoir une grande séparation entre les deux, et donc vous allez pouvoir, donc cette déviation entre les deux, donc pour C et là, c'est DF, donc vous allez avoir un DC, DF qui est plus grand que DC, donc c'est pour ça que le Flint est plus recommandé pour faire des expériences de la dispersion de lumière à l'aide d'un prisme. Et surtout pour étudier donc le goniomètre, donc étudier le prisme à l'aide d'un goniomètre, le plus adapté à cette étude pour avoir des bons résultats, c'est le verre Flint.
Très bien, donc ces données, elles ont été données à, donc là, ces indices optiques, ils ont été donnés à une température C qui est égale à 15 degrés Celsius. Alors maintenant, on passe à 1.3. Donc là, on va parler de la théorie scalaire, de Fresnel. Donc Fresnel, c'est un des fondateurs de l'optique ondulatoire avec Huygens. Donc bien que la lumière soit une onde électromagnétique, donc vectorielle, donc, avec le champ électrique E, on peut souvent décrire en fait tous les lois et tous les phénomènes ondulatoires en optique à l'aide d'une théorie scalaire. Donc là, en réalité, donc l'onde électromagnétique, elle est vectorielle. Et par simplification, on va étudier un modèle simplifié, c'est un modèle scalaire. Et à l'aide de ce modèle scalaire, on va pouvoir trouver et interpréter tous les phénomènes ondulatoires comme la diffraction, les interférences et ainsi de suite. Donc on peut interpréter pas mal de phénomènes, ondulatoires. Les hypothèses fondamentales de cette théorie de Fresnel, donc la théorie scalaire de Fresnel. Donc les hypothèses fondamentales sont, donc la première chose, donc cette onde scalaire, il va s'écrire de la forme suivante, avec R, c'est un vecteur position, donc il a une composante selon X, selon Y, selon Z, donc il écrit de la façon suivante, psi R de t est égal à cosinus oméga t moins K scalaire R. Donc cette onde scalaire, donc il va se propager selon, une ligne qui est parallèle au vecteur K, donc il va suivre le vecteur K. Donc si le vecteur K par exemple il pointe dans cette direction, donc ça veut dire que l'onde scalaire il va se propager dans ce sens-là. Donc il va se propager dans ce sens-là. Donc ça c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de superposition. Donc si vous avez un point dans l'espace, par exemple dans un point M de l'espace, donc s'il y a deux ondes qui arrivent vers ce point, donc lorsqu'ils touchent ce point, lorsqu'ils atteignent ce point, ces ondes, on peut les superposer. Donc ça veut dire en M, le psi est égal à psi 1 plus psi 2. Donc c'est ce qu'on appelle la théorème de superposition. Et bien sûr, ce psi dépend également de R et de T. Il y a aussi une troisième hypothèse de ce modèle scalaire de Fresnel, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Donc l'intensité qu'on le note par grand I, c'est l'intensité de l'onde. On l'appelle également l'éclairement. Donc certains bouquins, on l'appelle aussi l'éclairement. Et donc cette intensité est donnée par I est égal à une constante K fois la valeur moyenne de psi au carré. Et donc la valeur moyenne de psi au carré, supposons que psi c'est une onde qui a une période t, donc la période de perturbation. Donc pour calculer sa valeur moyenne au carré, donc la définition de la valeur moyenne, donc c'est 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, avec t c'est la période, de psi au carré dt. Et donc ça veut dire que l'éclairement c'est k sur t, l'intégrale de 0 à t,
psi au carré dt. Donc voilà les hypothèses de Fresnel. Donc on va voir que ces hypothèses seront, ils seront démontrées prochainement lorsque vous aborderez le modèle électromagnétique de la lumière. Alors maintenant, 1.4, on va parler du chemin optique. Donc le chemin optique. Donc avant de définir qu'est-ce qu'un chemin optique, on va rappeler que l'indice optique n, donc lorsqu'il est constant, c'est-à-dire lorsqu'il ne dépend pas de la position, donc vous prenez un rayon, un milieu, donc un milieu par exemple, et donc vous allez trouver dans n'importe quel point de ce milieu, n est toujours constant. Donc là, cette propriété s'appelle l'homogénéité, donc le milieu est homogène. Mais ce n'est pas tout le temps le cas, parce qu'on va rencontrer aussi des milieux, donc des milieux inhomogènes, c'est-à-dire que le n dépend de la position, donc il dépend du point. Donc m d'un milieu par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va supposer que, ou d'abord avant de définir, pour définir un rayon lumineux, et pour éviter les phénomènes de diffraction, donc pour négliger les phénomènes de diffraction, il faut que n de r varie peu sur une distance r qui est de l'ordre de lambda. Donc lambda, c'est la longueur de l'onde dans le vide. Donc en d'autres termes, n de r varie, mais que pour des distances caractéristiques a qui sont très très grandes devant la longueur d'onde lambda. Donc là, dans ce cas-là, on va supposer lorsque a est très très grand devant lambda, on va supposer que l'onde scalaire va s'écrire de la façon suivante: psi de r et de t est égal à psi de 0, mais normalement ce psi de 0 il dépend également de r, cosinus oméga t moins k scalaire r. Et r aussi dépend de r. Et r, k de r, scalaire r. Pourquoi? Parce que on a trouvé que k est égal à oméga sur la vitesse de phase. Et donc là, on va avoir n oméga sur c. Donc c, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc si n dépend de r, donc ça veut dire que k dépend de r également. Et l'amplitude aussi de l'onde va dépendre de r. Et donc là, sur des échelles qui sont très très grandes devant lambda, on va supposer que l'amplitude de l'onde et la longueur ou le vecteur d'onde varie. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur des échelles qui sont plus petites ou de l'ordre de lambda, donc on va supposer que ces deux quantités ne varient pas. Alors maintenant pour définir qu'est-ce qu'un chemin optique, donc on va prendre deux points de l'espace. On va prendre un point A. Donc on va prendre deux points de l'espace, donc un point A et un point B.
Et on va supposer que le rayon lumineux il va faire une trajectoire par exemple qui ressemble à ça. Puisque là on est dans un milieu inhomogène, donc l'indice optique varie, donc le K varie également. Et si le K varie, ça veut dire que la trajectoire, donc si K varie, donc là ça veut dire que la trajectoire est incurvée. On va voir un rayon lumineux qui va suivre par exemple trajectoire incurvée, donc dans ce sens-là, ou dans l'autre sens. Quelque chose comme ça. Donc ça explique les effets, donc les phénomènes de mirage par exemple. Et donc là sur ce rayon-là, on va définir ce qu'on appelle donc un abscisse curviligne, donc S, qui est égal à cette distance algébrique AB. Donc là, à distance algébrique, on va le noter par donc AB, un arc. Donc c'est une distance algébrique, donc c'est ce qu'on appelle un abscisse curviligne. Et donc là, si on prend un point M de cette trajectoire, donc de ce rayon lumineux, pour un point M, et en point M, donc on va définir un vecteur. Donc ce vecteur-là, c'est le vecteur K. Donc le K qui dépend de R ici. Et donc sur le même vecteur, on va définir un vecteur unitaire qu'on va appeler T. Et donc là, on va voir que donc, K, le R qu'on a trouvé donc en norme est égal à K. Donc on a trouvé l'expression, ça fait oméga sur la vitesse de phase. Donc la vitesse de phase, donc je vous rappelle que la vitesse de phase, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisée par l'indice optique. Et donc là, on va avoir n oméga sur c. Et donc là, oméga sur c, c'est 2pi, donc c'est 2pi n sur lambda. Et donc là, on trouve que K en norme, donc la norme de K est égale à 2pi n sur lambda. Et donc, on va supposer que K, en notation vectorielle, KR, est égal à cette norme selon ce vecteur T. Donc le vecteur T, c'est un vecteur unitaire. Et donc on trouve que K est égal à 2pi n sur lambda selon T. Donc K, il définit la trajectoire, donc la direction de l'onde. Et K, il est toujours tangent à cette abscisse curviligne. Alors maintenant, si on prend par exemple, donc si on prend un petit élément ici, et un point M' qui est très proche de M, donc on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va avoir un point M' ici et le point M. Et on va définir donc le vecteur déplacement unitaire d de r. Donc là, ce d de r, donc d de r est égal au vecteur m' m et est égal également à d de s, donc l'abscisse curviligne, selon le vecteur t. Donc le t, donc il indique qu'il est toujours tangent à la trajectoire. Et donc là, on va calculer le déphasage. Et donc pour calculer le déphasage, on va utiliser l'expression qu'on a trouvée précédemment. Donc on a trouvé précédemment que d de phi est égal à moins k scalaire d de r. Et donc là, ça veut dire que d de phi est égal à donc moins k scalaire d de s t, et le k, donc on va le remplacer par cette expression. Donc on va trouver que d de phi est égal à moins 2pi n ds sur lambda, et le t scalaire t, donc c'est l'unité. Et donc là, on a le déphasage entre les deux. Donc on peut calculer le déphasage entre les deux points A et B par
par tout simplement donc phi A au phi A moins phi B est égal à moins 2pi sur lambda, donc l'intégrale de ns ds, donc entre le point A et le point B. Et donc cette quantité-là, c'est ce qu'on appelle le chemin optique. Donc le chemin optique, par définition, donc c'est cette quantité qu'on note par AB et entre parenthèses, donc c'est pas une distance, et donc c'est l'intégrale de A à B de l'indice optique qui dépend de l'abscisse curviligne d de S. Et donc là, dans un milieu homogène, donc on va supposer qu'on est par exemple dans un milieu comme l'air ou le vide, dans un milieu homogène. Donc dans un milieu homogène, on sait que n est égal à une constante, donc ça veut dire que le n il peut sortir de l'intégrale, et on va trouver que dans un milieu homogène, le chemin optique, c'est tout simplement n, donc fois la distance AB. Donc voilà la définition du chemin optique dans un milieu homogène, et donc la définition générale dans un milieu quelconque, donc il est donné par cette expression. Alors, donc là, remarquons que donc que pour une onde, donc remarquez que pour une OPPH, donc une onde progressive plane harmonique, on a le ds, donc cet élément d'abscisse curviligne est égal donc la vitesse de l'onde fois le dt. Et donc ça, on peut l'interpréter comme la distance parcourue, donc c'est la distance parcourue par l'onde pendant un temps dt. Et donc là, ça veut dire que si vous prenez donc l'intégrale de ça, donc entre A et B, vous allez avoir l'intégrale de A à B de ds, et donc là vous allez avoir V de phi, on va supposer que la vitesse de phase est égale, donc on va remplacer la vitesse de phase par, donc avant d'intégrer on va remplacer la vitesse de phase bien sûr par sa valeur, donc d de s est égal à c sur n dt, et donc dt est égal à n sur c fois ds, et maintenant on intègre donc entre A et B des deux côtés, et donc là on trouve que le temps entre donc tb moins ta est égal, donc là on peut sortir le c de cette intégrale puisque c'est la vitesse de la lumière dans le vide qui est une constante, et donc on reconnaît l'expression du chemin optique donc AB. Et donc là, si on multiplie par C des deux côtés, donc on trouve CTB moins TA est égal à AB. Et donc ça, c'est un résultat très important. Pourquoi? Parce que donc ce terme-là, c'est la distance parcourue par l'onde dans un milieu, donc dans le vide, donc dans le vide, puisque là on a le C, et ça, c'est la distance parcourue par l'onde, donc c'est le chemin optique, ou le chemin optique tout simplement. Donc ça c'est le chemin optique. Et donc par définition, donc là on va écrire une définition générale. Donc AB est donc la distance que parcourait la lumière dans le vide pendant une durée
ou plutôt pendant la durée qu'elle met pour aller de A à B dans un milieu d'indice n. Donc ça, c'est une définition très importante du chemin optique. Donc en d'autres termes, le chemin optique, c'est tout simplement la distance que parcourait la lumière dans le vide pendant la durée qu'elle met pour aller de A à B dans un milieu d'indice n. Donc si vous prenez donc deux indices, donc le temps que la lumière prend pour parcourir la même distance entre deux milieux différents, donc c'est ce qu'on appelle le chemin optique. Donc là, un résultat, on va écrire un résultat. Donc là, si vous avez par exemple, donc si vous avez donc plusieurs milieux, donc là vous avez un milieu d'indice N1, ici un milieu d'indice N2, et là vous avez un milieu d'indice N3, et ainsi de suite. Donc là, en N1, donc la lumière elle va suivre un chemin droit, puisque K ne varie pas. Ici, on va voir par exemple une réfraction, et on va voir ça après. Donc là, le chemin optique entre deux points, donc là par exemple, ça c'est le point A, et ça c'est le point B. Donc le chemin optique AB est égal, donc on va prendre ce point, on va l'appeler A1, et là A2. Donc est égal à N1 fois la distance A à 1, plus N2 fois la distance A1 à 2, plus N3 fois la distance A2 fois B. Donc voici comment exprimer le chemin optique lorsque vous avez plusieurs milieux d'indices différents. Alors maintenant on passe à une autre définition, donc c'est ce qu'on appelle une surface. Donc une surface équiphase. Donc là, une surface équiphase, c'est une surface qui relie, donc reliant les points M de même déphasage. Donc c'est une surface reliant deux points ou plusieurs points, donc des points reliant des points M, donc des points M de même déphasage. Donc là, si vous avez par exemple un point source ici, qu'on va appeler S, donc c'est le point source. Et donc là, ce point source, il va envoyer, par exemple, on va prendre deux ondes, donc le premier rayon et le deuxième rayon. Et donc là, si vous avez par exemple sur le rayon un point M, on va appeler M1, et sur le deuxième rayon, vous avez un point qu'on va appeler M2. On va prendre encore un troisième par exemple, et là, on a M3. Donc là, la surface, donc si M1, donc si la phase en M1 est égale à la phase en M3 est égale à la phase en M2, donc ça veut dire que on pourra dessiner donc une surface qui va englober tous les points, cette surface qui ressemble à ça. Dans ce cas-là, je vais prendre cette surface plane, puisque le trajectoire est rectiligne. Et donc là, donc sur cette surface, donc quel que soit M appartenant à cette surface, phi de M est constant. Donc ça veut dire que tous les déphasages sont les mêmes. En d'autres termes, donc si vous prenez ce rayon donc qui va de S à M1 et celui qui va de S à M2, donc on va avoir SM1, donc le déphasage entre SM1, donc ça va être phi de S moins phi de M1 est égal à phi de S moins phi de M2. Donc ça veut dire que phi de M1 est égal à phi de M2.
Donc les deux points M1 et M2 ont le même déphasage. Donc les conséquences de ça, c'est qu'on peut démontrer également que lorsque vous avez une surface d'équiphase, si vous prenez deux points par exemple M1 et M2 qui sont sur cette surface, donc ça veut dire qu'ils ont le même déphasage, et donc on peut prouver que le chemin optique SM1 est égal au chemin optique SM2 lorsque M1 et M2 appartiennent à une surface équiphase. Et donc là, si on prend le déphasage en un point M sur cette surface, donc on va prendre un point quelconque ici sur cette surface, voilà, point M. Et donc là, si on calcule le déphasage en ce point M, donc le déphasage en ce point M, on va supposer a priori qu'il dépend de R, donc la position et du temps, et donc est égal à oméga t plus phi en S, donc le déphasage qui vient de la source, moins 2pi sur lambda fois le chemin optique SM. Donc ça, c'est le déphasage de l'onde en M. Et donc pour expliquer chaque terme, donc là, ça c'est le déphasage temporel, donc ça c'est lorsque vous avez l'onde qui s'écrit de la façon suivante, donc cosinus oméga t moins un certain nombre, donc ce déphasage il est toujours là, plus phi s, donc là on va supposer que la source, donc il va apporter un autre déphasage à cette onde, moins ce terme là, donc ce terme il vient du cas scalaire R. Et donc là, on va aussi rajouter donc on va écrire plus, donc je vais écrire un pi. Donc je vais vous expliquer pourquoi on rajoute un pi ici. Donc ce pi, c'est lorsque ça supposant que entre S et M, l'onde, par exemple, a pu rencontrer un obstacle. Donc là, par exemple, si vous avez un point S et votre point M ici, et donc là, l'onde, il va faire ce chemin-là. Donc là, on voit qu'il a été, donc il est réfléchi sur un obstacle, donc c'est un conducteur, soit un conducteur par exemple, parfait. Et donc lors de la réflexion, donc si pendant le trajet de cette onde, donc il a rencontré un obstacle, il y a eu une réflexion, on va rajouter, donc il faut rajouter un déphasage de pi. Donc il faut rajouter un déphasage de pi. Un autre exemple, c'est lorsque vous avez par exemple plusieurs sources, donc S1, S2, S3, et donc là vous avez un point M ici, et donc vous cherchez le déphasage entre S3 et M. Sauf que S2 et S3 ils vont se rencontrer en un point qu'on va appeler F, c'est le foyer par exemple, et donc là on va donc le déphasage total en M, il va apporter, donc il faut rajouter un terme pi, parce que là on a plusieurs rayons qui rentrent en contact. Donc là on va rajouter plus pi. Donc ça c'est les deux cas où il faut rajouter un pi, c'est lorsque vous avez une réflexion sur un conducteur ou sur un milieu plus réfringent, donc par exemple N2, N1, et lorsque vous avez plusieurs rayons qui se croisent en un point, c'est l'exemple d'une lentille, donc là j'ai dessiné un foyer par exemple. Alors maintenant on passe à 1,5. Donc c'est le théorème de Malus.
théorème de malus. Donc on a vu que, donc là, précédemment, donc je vais chercher cette relation qu'on a trouvée, donc celle avec le gradient, c'est celle-là. Donc on avait vu que le gradient de phi, donc le gradient de déphasage, est égal à moins k, donc moins le vecteur d'onde. Et donc on va, donc je vais le copier, donc là, et donc là le phi, on a vu aussi que le déphasage phi est égal à phi, donc est égal à oméga t moins le déphasage spatial. On peut prendre le plus, donc plus phi, avec phi est égal à moins kr. Donc phi est égal à moins k scalaire r. Et donc là, on a vu que le gradient de phi est égal à moins k. Donc est égal à moins k. Est égal à moins k. Donc là, ça veut dire que le gradient de ça est égal aussi moins k. Sauf que oméga t ne dépend pas de l'espace, parce que le gradient c'est un opérateur de dérivation spatiale. Et donc cela implique que gradient de phi ou de psi est égal à moins k. Et donc là, on va prendre par exemple une surface équiphase. Donc supposons que vous avez une onde qui fait ça par exemple. Voilà. Donc ça c'est chaque rayon il est dirigé. On a dit que k c'est un vecteur qui est toujours tangent à la trajectoire de votre rayon lumineux. Donc là si on se met sur une surface équiphase. Donc là on est sur une surface équiphase. Et lorsque vous êtes sur une surface équiphase, ça veut dire que le phi dans cette surface équiphase est constant. Et donc, ça veut dire que le gradient de phi est égal à 0. Sauf que gradient de phi, donc donc on peut réécrire donc gradient de phi est égal à k, et donc là d de phi est égal à k scalaire d de r. Donc k est égal à k scalaire d de r, moins k scalaire d de r. Donc là, si sur une surface équiphase phi est constant, donc ça veut dire que sur une surface équiphase, d de phi est égal à 0. Et donc là, on trouve que sur une surface équiphase, le produit scalaire k d de r est égal à 0. Et donc là, le d de r, c'est un vecteur qui appartient à la surface. Et donc là, ça veut dire que le k il est perpendiculaire. Donc il y a deux possibilités. Donc soit le k il est vers le haut, ou soit il est vers le bas. Donc si on suppose que le sens de déplacement de l'onde c'est dans ce sens-là, donc ça veut dire on va prendre ce k-là. Et donc ça c'est un résultat important, c'est le résultat de malus. Donc le résultat de malus, c'est que si vous avez des surfaces, donc théorème de malus, donc si vous avez des surfaces équiphases, donc on en déduit que les surfaces équiphases, on l'appelle aussi les surfaces d'onde. Les surfaces d'onde sont normales au vecteur d'onde, donc au champ K, puisque là on va créer un champ, donc c'est plusieurs vecteurs qui vont définir donc l'onde, c'est-à-dire le rayon lumineux, donc au K. Et donc là c'est un résultat très important, parce que si vous avez
une onde qui se propage rectilinéairement, donc le K il est vert dans ce sens-là. Donc les équiphases, c'est tout simplement ces surfaces-là. Donc c'est ces surfaces-là. Donc c'est des plans. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'onde pour laquelle on a une propagation rectiligne dans l'espace, c'est des ondes planes. Donc là, c'est des ondes planes. Puisqu'on a ici la propagation des plans. Donc c'est des plans, c'est des surfaces d'ondes planes. Donc là, un cas particulier, donc supposons que si je prends par exemple une lentille convergente, donc là, ça c'est l'axe de lentille, donc là, ça c'est le foyer, donc le foyer image, ça c'est le foyer objet. Et donc là, on va supposer que j'ai une onde plane qui arrive dans ce sens-là, et donc les surfaces planes, c'est des plans qui sont perpendiculaires au vecteur K. Et donc là, lorsque l'onde ressort par la lentille, donc il va converger vers le foyer image. Et donc là, on va voir une onde qui ressemble à ça. Donc là, dans cette partie, on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, tous les rayons vont se converger en un point. Et donc là, pour dessiner les surfaces d'onde, les surfaces d'onde, puisque c'est des surfaces qui vont être perpendiculaires au K, et le K ici, donc là je vais dessiner le K en bleu, donc là premier K il est comme ça par exemple, là c'est le deuxième K, donc ça c'est le champ des vecteurs d'onde. Et donc là par le théorème de Malus, on a trouvé que la surface il doit être perpendiculaire à ce vecteur bleu, et lorsqu'on prolonge, donc on va trouver ce qu'on appelle des ondes sphériques. Donc c'est des surfaces d'onde sphériques. Surface d'onde sphérique. Et donc ça c'est un résultat très important. Donc la lentille c'est un convertisseur d'onde plane en onde sphérique. Et par la propriété fondamentale de l'optique, donc le retour inverse de la lumière. Donc ça veut dire que si vous mettez une source de lumière dans le foyer, vous renvoyez la lumière vers l'arrière, donc il va suivre exactement le même chemin. Et donc là, la lentille peut transformer également des surfaces sphériques en des surfaces planes. Alors un autre résultat du théorème de Malus, donc là un résultat, c'est un résultat que vous avez étudié l'année dernière en optique géométrique. Donc si deux points A et A' sont donc ce qu'on appelle le stigmatisme de Gauss, sont rigoureusement stigmatiques. Stigmatique par un système optique, donc là dans ce cas-là je vais prendre une lentille convergente. Le chemin optique, c'est un résultat très important, le chemin optique AA' le long du rayon lumineux est indépendant. Donc il est indépendant du rayon. Donc ça c'est un résultat très important. Je vais expliquer par un schéma. Donc on va prendre notre système optique dans une lentille convergente. Donc ça c'est son axe. Et donc là je prends un point A et un point A'. Donc le stigmatisme rigoureux, ça veut dire que tous les rayons qui passent par A, qui traversent la lentille, vont passer par A'. Et donc là, le théorème donc le résultat du théorème de Malus, c'est que le chemin optique entre A et A' est constant. C'est-à-dire que si vous prenez n'importe quel chemin optique entre A et A', c'est le même. Que ça soit
Par exemple, là, je vais prendre 3 chemins optiques. Donc le chemin, là, premier, donc là, c'est le deuxième et le troisième. Et donc là, le théorème de Malus, il me dit que, donc là, si je prends ce point-là, I, ça c'est I2, et ça c'est I3, donc le chemin optique A1' qui passe par le 1 est égal au chemin optique A1'2 est égal au chemin optique A1'3.